Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba, Messieurs les représentants des institutions, Messieurs les partenaires techniques et financiers. Dans mon propos liminaire, je voulais faire, dire ma fierté lorsque j'entends tous les témoignages de satisfaction à l'égard de Mamadou Moustapha Ba de la part des différentes parties prenantes de ce pays pour le travail qu'il fait. Étant promotionnaire avec Moustapha Ba, c'est toujours une fierté d'entendre tout cela. Le thème du forum, le foncier levier de souveraineté alimentaire, met en exergue l'importance du foncier dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Pour analyser le nexus souveraineté alimentaire et foncier, je vais d'abord présenter le contexte en mettant en exergue les variables qui caractérisent et structurent la demande et l'offre de biens alimentaires. Ensuite, je vais aborder la problématique foncière en lien avec la souveraineté alimentaire pour déboucher sur un questionnement central à ce nexus qui est notre capacité à nourrir le Sénégal à l'horizon 2050. Du côté de la demande, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous avons croissance démographique rapide, urbanisation forte et des régimes alimentaires en mutation. Ce sont trois variables très importantes du côté de la demande que nous devons prendre en charge. Comme la plupart des pays africains, la population du Sénégal a augmenté très rapidement, passant de 7 millions en 1988 à 13,5 millions en 2013, 18 millions aujourd'hui, et nous serons 32 millions, un peu plus de 32 millions en 2050. Donc vous voyez l'augmentation de la population. Au même moment, l'urbanisation est en hausse rapide. La part de la population urbaine au moment de l'indépendance était de 23% en 1960. On avait 23% de citadins. En 2020, nous sommes 48% de citadins. Et en 2050, nous serons 65%. Donc la majorité de la population sera en ville. Ce niveau élevé d'urbanisation a des répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. En effet, les citadins dépendent du monde rural et de l'étranger pour leur alimentation et l'urbanisation induit des changements dans les régimes alimentaires en renforçant l'extraversion de la demande alimentaire. Au cours des dernières décennies, le Sénégal a connu de profonds changements dans son régime alimentaire. La croissance rapide de la population, la forte urbanisation, l'augmentation des revenus et l'évolution des modes de vie sont les principaux moteurs de ces changements de ces régimes alimentaires. Et la consommation de riz et de pain à base de blé, autrefois limitée aux grandes villes, a conquis les zones rurales où le riz est devenu un aliment de base pour le déjeuner et le pain à base de blé pour le petit déjeuner. Globalement, la consommation de riz par habitant est passée de 60 kg en 90 à 78 kg par tête en 2017. Au même moment, on a eu une régression pour le mil, passant de 78 kg en 90 à 30 kg par tête en 2017. Alors, cette orientation des régimes alimentaires découle et à des fondements historiques. Elle découle principalement du système colonial qui avait développé la culture de l'arachide pour produire de l'huile pour la métropole et a importé du riz d'Indochine bon marché pour nourrir les villes. Les politiques post-indépendance, malheureusement, ont suivi la même voie, continuant à favoriser la production d'arachide pour l'exportation et l'importation de riz d'Asie, moins cher et plus facile à préparer que le mil. Ces mutations dans la demande sont susceptibles de persister dans le futur. Alors, du point de vue de la demande, vous voyez bien ces variables structurelles. Regardons du côté de l'offre. On a une production insuffisante et une dépendance à l'égard des importations. Comme vous le savez, le Sénégal appartient au Sahel, une région qui est semi-aride et qui est soumise à des défis climatiques assez récurrents, une forte dégradation des sols et des déficits structurels en matière de production alimentaire. Ici, dans notre pays, l'agriculture est principalement pluviale et la production, le système de production est basé sur les céréales, légumineuses, etc., de même que l'élevage.
Mais jusque-là, la production domestique n'est pas arrivée à couvrir les besoins nationaux et le pays dépend en grande partie des importations pour combler le gap. Et beaucoup d'auteurs disent que la dépendance du Sénégal à l'égard des importations résulte davantage d'une négligence de la production alimentaire nationale et d'une spécialisation excessive sur une seule culture qui est l'arachide. Néanmoins, ces dernières années, le pays a réalisé des progrès significatifs, notamment en augmentant la production agricole, en améliorant les revenus des agriculteurs. L'agriculture est devenue une priorité, d'abord avec l'abonnement de la Guana, comme vous le savez, mais ensuite le plan Sénégal émergent avec le PRACAS, ce plan Sénégal émergent a mis l'agriculture au cœur, ce qui a fait qu'on a vu qu'une augmentation des productions, que ce soit les productions céréalières ou la production d'arachide. La production céréalière, par exemple, a une tendance à la hausse, même s'il y a des fluctuations dues à la dépendance à l'égard de la pluviométrie. De 1,02 million de tonnes en 2000, elle a atteint 1 770 000 en 2010, puis 2 760 000 en 2019. Et entre 1960 et 2000, le mil représentait les 3/5 plutôt de la production céréalière et à partir de 2000 il y a eu un revirement. Le riz est maintenant 40%, occupe 40% de notre production céréalière. Il a supplanté le mil qui est maintenant à 34%. Les rendements céréaliers, il faut le dire, étaient relativement faibles en rapport avec l'Afrique entre 1960 et 2000. On a connu une augmentation légère à partir de 2003 et puis un décollage à partir de 2015. Comparé aux pays africains, par exemple, le Sénégal était toujours entre la 25e place et la 45e place en termes de rendement entre 60 et 2000. Ensuite, nous avons fait un bond. On est maintenant dans les 20 premiers en Afrique. Et d'ailleurs, en 2020, on était 14e en termes de rendement. Donc, vous voyez les changements qui sont intervenus. Mais malgré ces progrès, les importations de céréales ont continué à augmenter ces dernières décennies, atteignant 2 360 000 tonnes en 2021 pour une valeur de 740 millions d'euros, ce qui est très important. Et en général, pour comparer avec les autres pays, on essaie de regarder les importations en termes de calories. Et à ce niveau, on voit que dans les 2 premières décennies, les importations de calories se trouvaient autour de 25%. À partir des années 80, on était autour de 32%. Et dans la période 2000, on est autour de 44% d'importation de calories. Donc, vous voyez que malgré les progrès qui ont été réalisés sur les productions, on importe encore beaucoup en termes de calories. Et ça pèse sur la balance commerciale. Par exemple, en 2021, on était à plus de 1 milliard d'euros d'importation alimentaire. Et cette dépendance est structurelle, dépendance alimentaire. Les régimes alimentaires dépendent des denrées qui sont insuffisamment produites. Nous avons des régimes alimentaires qui sont extravertis. Le pain à base de blé est devenu un aliment de base, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La dépendance à l'égard du riz s'est abaissée. On était autour de 70% en 2010, maintenant on est à 56%, donc ça s'est considérablement réduit du fait de la stratégie d'autosuffisance en riz. Le Sénégal est toujours fortement dépendant en huile de palme, avec 91% de taux de dépendance. On voit qu'avec l'oignon, ça a baissé fortement, on est à 27%. Aujourd'hui, donc avec tous les efforts qu'ils ont fait et qui fait qu'aujourd'hui on satisfait notre demande en oignons sur 9 mois sur 12. Donc ça, c'est des progrès qui montrent qu'il est possible d'aller devant. Du côté de l'offre, un des principaux éléments de contrainte, c'est le changement climatique et la variabilité climatique et la dégradation des terres. Notre agriculture est fortement exposée au changement climatique et à la variabilité, hausse de température, alternance de périodes sèches et humides, variabilité caractérise l'environnement de la production.
Les projections du GIEC pour le futur proche et lointain, pour le futur proche c'est vers 2050 et futur lointain vers 2100, entre 2080 et 2100, prévoient une intensification du réchauffement, une variabilité des précipitations et surtout une augmentation de la fréquence et de l'intensification des phénomènes extrêmes. Les études qui ciblent le Sénégal montrent que si on ne fait pas attention, l'augmentation des températures sera entre 1,5 degré à 2,5 degrés pour le scénario optimiste, mais pour le scénario pessimiste, entre 2,5 degrés et à 6 degrés pour le pays. Donc, allant avec des précipitations extrêmes, les faux départs, la fin précoce de la saison des pluies, etc., les fréquences des averses vont, de jour et de nuit, vont, disons, constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire. Alors, à ces chocs récurrents, il faut ajouter la dégradation des terres, souvent on oublie d'en parler, qui est un phénomène causé par des processus physiques, combinés à des pratiques de gestion non durables comme les surpâturages, les feux de brousse, la croissance démographique, l'incertitude du régime foncier et autres facteurs, ainsi que la faiblesse de la planification de l'utilisation des sols. Une étude de la Banque mondiale qui commence à dater, qui date de 2008, montre que 2 tiers des terres du Sénégal sont dégradées et cela correspond à des pertes potentielles assez énormes. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal avait une fois estimé qu'entre 1990 et 2000, qu'on avait perdu 140 milliards perte potentielle, 140 milliards de francs CFA par année entre 90 et 2000. Et tout cela dans un environnement de polycrise. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ces dernières années, nous sommes confrontés à une multitude de crises qui se sont intermêlées, créant une situation unique d'incertitude et d'instabilité. La pandémie de Covid, la guerre de l'Ukraine, les autres foyers de conflit, même dans la région, l'inflation, la crise alimentaire, la crise énergétique, les perturbations des chaînes logistiques ont conduit de nombreux pays d'Afrique à revoir leur stratégie économique vis-à-vis du monde extérieur pour miser davantage sur leur souveraineté, pour sécuriser des secteurs stratégiques. C'est ce que le gouvernement du Sénégal a fait à travers le PAP 2A, avec un accent sur la souveraineté sanitaire, pharmaceutique et la souveraineté alimentaire. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ces aspects, vous les connaissez, de souveraineté, mais je voulais juste reparler de la question du foncier, qui est un levier essentiel pour couvrir les besoins alimentaires du pays. Le Sénégal couvre 19 500 000 hectares, dont 19% de terres arables. Donc, ce que nous avons comme terres arables, c'est 3,8 millions d'hectares comme terres arables. Alors, ces 3,8 millions de terres arabes, 65%, soit 2 500 000, sont mises en valeur par les cultures pluviales et les cultures irriguées, et environ 1,3 million utilisées par l'élevage, par les activités d'élevage. Mais compte tenu du rôle central du foncier dans la réalisation de la souveraineté alimentaire, il est impératif de prendre en charge 3 défis majeurs qui pourraient compromettre son efficacité et son impact. La dégradation des terres, la compétition des usages et la gouvernance inclusive. Ici, on parle beaucoup de la gouvernance, je vais parler de la gouvernance en dernier lieu, mais je voulais insister sur les 2 premiers points. D'abord, la dégradation des terres qui se manifeste à travers 4 processus. La réduction du couvert végétal due à la sécheresse et la déforestation, environ 50 000 hectares par an. L'érosion hydrique qui est surtout présente dans les régions sud et sud-est du pays, en Casamance et au Sénégal oriental, et qui contribue à une dégradation de plus de 9 millions d'hectares, soit 77% des terres dégradées. On a aussi l'érosion éolienne, plus au nord, qui représente 3% des sols dégradés et qui est très sévère dans la zone nord, autour de la vallée du fleuve, le centre-nord et le nord du bassin arachidier, où les sols sont sableux et soumis à l'harmattan. La dégradation chimique sous forme de salinisation ou acidification, et la salinisation couvre aujourd'hui 1 million d'hectares et représente 9% des sols dégradés. Si vous allez en Casamance, que ce soit dans le Saloum, au Sine, dans le Delta,
le cours inférieur du fleuve Gambie, etc., les sols salés augmentent à une vitesse assez importante. Il faudrait, si nous ne prenons pas des mesures volontaristes, la base productive du pays pourrait être compromise de façon irréversible. Deuxième point, c'est la compétition des usages, qui est un défi qui interpelle les décideurs. Quand je parle de compétition des usages, c'est en rapport avec le foncier agricole. Le foncier agricole est menacé par les autres usages, tels que l'urbanisation, l'habitat donc, les exploitations minières et la construction d'infrastructures de développement. La zone des Niayes est un exemple emblématique d'une course perdue d'avance par le foncier agricole à l'autel d'une rentabilité financière de court terme. Malgré le caractère unique mais fragile des écosystèmes des Niayes et leur apport à l'alimentation en légumes et en fruits de Dakar et des principales villes, les projets immobiliers assurent un retour sur investissement plus rapide aux promoteurs privés. Aujourd'hui, si vous avez un paysan qui a de la terre, vous avez un promoteur, il n'y a pas photo. La rentabilité immédiate financière va vers le promoteur et c'est le promoteur qui va utiliser cette terre au détriment de la production. Alors, de ce point de vue, il en est de même aussi du minier, des investisseurs miniers. Sans une perspective à long terme qui prend en compte les valeurs sociales, culturelles et économiques et l'irréversibilité des décisions de mise en valeur, il n'y a aucune chance de préserver les Niayes pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut que dans notre calcul, qu'on intègre les valeurs sociales, parce que la terre n'a pas qu'une valeur financière, qu'on intègre les valeurs économiques qui vont au-delà des valeurs sociales et qu'on intègre les valeurs culturelles. En intégrant ça et en essayant de regarder dans le long terme, on verra bien qu'il est plus rentable de préserver ce foncier pour l'agriculture plutôt que de le transformer en bâti. Donc ce constat est valable aussi pour le foncier, pour tout le foncier autour des villes, qui se développent de façon horizontale à une vitesse sans précédent. Vous voyez nos villes, comment elles se développent de façon horizontale en enjambant sur le foncier agricole. Les maires qui sont là savent de quoi je parle. Il urge de trouver des solutions idoines, eu égard aux disponibles fonciers en baisse, face à un accroissement des besoins alimentés par une croissance démographique et une forte urbanisation. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, notre stock de foncier est fixe. Et je dirais même, il n'est pas fixe, il décroît. Il décroît parce qu'il y a la dégradation, alors que la population augmente, elle s'urbanise, donc on attaque le foncier. Si nous ne prenons pas des dispositions idoines, nous allons perdre Et parfois c'est irréversible. C'est-à-dire que si vous transformez le foncier en bâti, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas retourner à l'état initial. L'achat des droits de développement par l'État, surtout dans les zones fragiles et d'une richesse spécifique ou d'une richesse, serait un début de solution. L'État peut acheter les droits de développement. Par exemple, aller dans les Niayes, prendre une zone et acheter auprès des propriétaires de ce foncier-là les droits de développement. C'est-à-dire que vous pouvez vendre votre terre, mais personne ne peut plus l'utiliser à autre chose qu'avec l'agriculture. Donc ça existe dans le monde où on achète des droits de développement, où l'État achète des droits de développement et la terre, elle est spécifiée, elle va uniquement être utilisée pour des usages agricoles. Ça, c'est peut-être une piste de solution. Dans d'autres pays, on utilise la législation pour interdire, mais je pense que dans un pays plutôt libéral, utiliser ce moyen. Pour les 5 minutes qui restent. Oui, je termine très rapidement. Le troisième défi est mobilisateur pour beaucoup de parties prenantes. Il s'agit de la gestion et de la gouvernance foncière. Comment arriver à une gouvernance inclusive qui prenne en compte les intérêts des communautés et ne laisse personne en rade? Voilà une question cruciale. La sécurisation foncière des exploitations familiales doit être au cœur de toute gouvernance foncière. Au Sénégal, les exploitations familiales produisent l'essentiel des aliments produits sur le territoire, tout en étant également des consommatrices. Compte tenu de leur nombre, toute amélioration de leurs conditions aura directement un impact positif sur le niveau de pauvreté, sur la lutte contre la faim. Cela dit, il faudrait adresser les questions de fragmentation de ces exploitations familiales dues aux héritages, parce qu'il y a certaines tailles d'exploitation familiale qui ne sont pas viables et qui ne permettent pas une rentabilité de la production. Au-delà des exploitations familiales, la gouvernance inclusive requiert la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes.
il faudrait les prendre en compte. Par ailleurs, des évolutions intéressantes émergent en milieu rural avec des entrepreneurs qui émergent, évoluant à la lisière des exploitations familiales et dont les besoins en terre sont non satisfaits, plombent leur montée en puissance. Une gouvernance inclusive et transparente pourrait assurer la prise en compte de ces demandes réelles, pouvant permettre au monde rural de se transformer et de répondre en même temps à la demande urbaine en produits agricoles. Enfin, il faudrait éviter ou minimiser les projets d'investisseurs étrangers sur de grandes superficies, dont l'impact sur la souveraineté alimentaire est souvent discutable. Des surfaces limitées et un positionnement en aval pour ces investisseurs seraient plus bénéfiques au pays. La prise en charge de ces trois défis est nécessaire si le Sénégal veut réussir à atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes. La question essentielle est comment nourrir le Sénégal à l'horizon 2050 dans les conditions décrites ci-dessus, c'est-à-dire croissance démographique, urbanisation, modification des régimes alimentaires, défis climatiques, dégradation des terres, etc. Deux éléments fondamentaux sont nécessaires pour répondre à cette question cruciale. Il faut adopter une approche systémique et holistique, et il faut transformer nos systèmes alimentaires afin qu'ils soient résilients et durables. Une approche systémique est nécessaire pour prendre en charge la complexité des différents phénomènes en jeu. Dans la composante, par exemple, production, il est indispensable d'intégrer le nexus eau, terre, énergie et les interactions entre ces trois ressources. La résolution des questions foncières ne peut pas être déconnectée de la problématique globale de la transformation des systèmes alimentaires. Pour y arriver, en amont des chaînes de valeur, le défi de mise à l'échelle des innovations et des bonnes pratiques telles que l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, l'agriculture fonctionnelle, l'agriculture sensible à la nutrition est à relever. Par exemple, la dynamique de transition agroécologique du Sénégal, la DITAES, et ses démembrements sont en train de développer des actions de plaidoyer fort intéressantes. Des acquis sont déjà perceptibles, bien qu'insuffisants. En plus du plaidoyer, la mise à l'échelle de cette initiative nécessite la mobilisation d'autres leviers tels que la gouvernance, le financement, la science et la technologie et le renforcement des capacités. L'autre volet de cette transformation implique une industrialisation de notre agriculture. Il faut qu'on transforme les produits agricoles et qu'on les mette en marché, qu'on mette en marché une diversité de produits pour couvrir les besoins alimentaires des populations, en connectant harmonieusement volume et qualité de la production domestique à la demande des consommateurs. Le dernier volet, c'est la diversification des régimes alimentaires. On parle de foncier, mais on ne peut pas ignorer les consommateurs. Il faut diversifier. Il faut que le développement de marchés institutionnels, y compris la restauration scolaire, qui constitue un puissant levier pour faire évoluer les habitudes alimentaires, qu'on puisse relier le marché aux producteurs et ces marchés institutionnels. Les écoles, les universités, les hôpitaux, l'armée, les prisons constituent d'importants foyers de développement des systèmes d'approvisionnement durables, inclusifs et générateurs de valeur. L'État met beaucoup de ressources dans ces institutions. On peut les orienter à ce que cette demande soit assurée par une production qui est durable, une production des agriculteurs. Et cela est possible avec ces innovations. C'est en prenant ce chemin difficile, mais sûr, que nous pourrons augmenter la productivité sans compromettre la durabilité des ressources de base telles que le foncier et transformer ainsi nos systèmes alimentaires afin qu'ils soient capables de fournir des biens nécessaires à notre population en croissance et qui s'urbanisent. En prenant des raccourcis, nous exposons notre pays aux incertitudes du marché mondial. Nous n'avons pas d'autre choix. Le seul choix qui vaille est de préserver notre capital foncier, le protéger et le gérer de façon inclusive. Je vous remercie pour votre aimable attention.